Oui, on peut faire un test, c'est ça, vous voulez? Allez-y, dites deux mots. Alors, Ma lecture des choses, c'est que les États-Unis sont restés sur une lecture de type hégémonique de la mondialisation. C'est ce que vous disiez en creux, et on le voit en particulier dans le champ économique, avec les amendes qui sont fixées de manière quasi supraterritoriale à des acteurs de la vie économique et financière d'autres pays. On le voit sur le plan du numérique, où il y a une extraterritorialité de fait qui est construite par les Américains en lien avec leurs grands acteurs. On le voit dans la stratégie de défense, militaire et autres. Et en même temps, il y a une déprise américaine, me semble-t-il, il faut rester prudent sur ce sujet, mais les dernières années ont tenté à le montrer. Il y a une déprise américaine des grands sujets internationaux, qui sont liés d'ailleurs à des transformations profondes, le gaz de schiste, une politique américaine qui fonctionne différemment, mais les États-Unis sont moins présents sur les théâtres d'opération qu'ils ne l'étaient, sont un acteur moins déterminant dans la gestion des grandes crises géopolitiques qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Et donc l'Europe est laissée, je dirais, à ses frontières, à gérer elle-même ses propres conflits. Et puis, moi j'ai été très frappé par la phrase de Barack Obama prononcée il y a quelques années, disant « Je serai le premier président pacifique ». Parce qu'à ce moment-là, il a ouvert un autre champ de représentation géographique qui est très importante dans le clivage que vous évoquez, parce que à ce moment-là, il casse l'Occident. Puisqu'il dit, au fond, le jeu américain se fait avec la plaque asiatique. Ce qui, d'ailleurs, s'est traduit dans la politique commerciale, ce qui s'est traduit dans la politique d'influence, et ce qui est une réalité de plus en plus importante sur le plan économique et social aux États-Unis. Si l'Amérique devient une puissance pacifique, l'Occident n'est plus une réalité. On a cette même histoire, en effet, culturalo-religieuse et politique qui est là. Mais on a à ce moment-là un désalignement des intérêts dans la mondialisation. La question qu'il y a derrière, puis après, il faudra qu'on revienne aux conséquences sur l'Europe et la France, elle-même en interne. Mais la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que l'Europe a une capacité, au fond, à orienter, gouverner, réguler le cours du monde ou pas? C'est ça le vrai défi qui est le nôtre. Et on le voit bien, parce que tout ça arrive en plus à un moment où les instances qu'on avait créées au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient occidentales, et qui étaient le fruit des bureaucraties occidentales, c'est-à-dire les structures de Bretton Woods, puis les structures européennes, sont en crise profonde, n'arrivent plus à réguler le capitalisme contemporain. Mais en même temps, moi je suis frappé de voir que l'Europe est celle qui garde la plus grande conscience de la mondialisation, la plus grande conscience des dérives de cette mondialisation, et qui, par sa géographie, est au cœur des conséquences de toutes ces dérives. Le fait migratoire, le fait terroriste, le fait environnemental, le fait numérique, toutes ces frappent l'Europe de plein fouet, la déstabilise très profondément. Et donc, nous sommes de toute façon en situation de penser la mondialisation de manière non hégémonique et sans doute en actant le fait que nous sommes maintenant minoritaires. Ça, c'est notre défi. Mais pour autant, moi, mon optimisme est dans le fait que si on n'arrive pas à le faire, là, on sera dans l'effacement. En fait, votre propos me semble compléter le mien beaucoup plus que le contredire, tout en y introduisant des questions qui appellent le prolongement. Je crois que nous sommes en effet à un moment tournant de l'histoire de ce bloc en grande partie artificiel qu'a constitué l'Occident, qui est une réalité du XXe siècle en réalité, qui commence avec l'entrée en guerre des États-Unis en 1917 et qui probablement est en train de s'arrêter. L'une des grandes pulsions de l'histoire américaine étant de toute façon le détachement de l'Europe. Il y a un rapport de oedipien et une profonde satisfaction américaine aujourd'hui, très lisible dans le monde intellectuel, littéraire, etc., à se libérer du surmoi européen qui a été une obsession américaine. Donc, je crois en effet qu'ils se détachent de nous, ou sont convaincus de pouvoir s'en détacher. La limite du propos que vous tenez, qui est très juste sur le fond, c'est le degré auquel les Européens pris en bloc, les Français étant une relative exception à cet égard, ont adhéré au modèle économique américain, qui fait que la solidarité est très profonde sur ce plan.
c'est le modèle. C'est en plus la force cruciale du point de vue de toutes les normes explicites et implicites qui est en train de secréter cette espèce de troisième révolution industrielle qu'on résume dans le terme de numérique. Je ne suis pas sûr que ça en soit une en fait, mais c'est un autre problème. C'est commode de s'y référer de cette façon. Donc le degré d'interpénétration économique est très grand, et il emporte de lourdes conséquences, tandis que le degré d'interpénétration politique est en train de se défaire. À de certains égards, c'est ça l'ambiguïté de notre situation, à nous, Européens, et qui complique beaucoup la tâche de définir la voie originale, spécifique, européenne, que vous indiquez. Parce que c'est effectivement ce qu'il faudrait faire, mais la difficulté, c'est cette connexion profonde avec les États-Unis. Je veux dire, la City de Londres est une succursale des États-Unis. Vous le savez mieux que moi. Mais aucun doute là-dessus. En même temps, moi je pense que vous avez raison sur le lien. Alors ils sont multiples. Il y a le lien financier qui est très fort à Londres. Même si aujourd'hui je pense que cette place s'est internationalisée et qu'elle est aussi devenue très asiatique et proche du Golfe, au fond. Elle est née de l'argent du Golfe. Hein, voilà. Je dirais en pratique dans son rôle nouveau. Donc c'est pour ça que je pense que c'est au fond plus complexe et qu'elle est aterritoriale Oui, maintenant. Après, moi je vois quand même une différence profonde, c'est que les préférences collectives européennes ne sont pas les préférences collectives américaines. Ça, nous sommes d'accord sur ce point. Sur l'Europe continentale et en particulier le rapport aux solidarités, le couple liberté-solidarité n'est pas le même. Et la violence du système américain ne serait pas acceptable en Europe. Après, il y a au sein de l'Europe, qui va dans le sens de ce que vous évoquez, une fascination américaine qui vient de plusieurs pays. Je pense en particulier aux pays de l'ancien bloc de l'Est, qui d'ailleurs sont ceux qui aujourd'hui, pour certains de leurs gouvernements, sont le plus en déprise avec l'idée européenne et qui cherchent d'ailleurs leur rôle historique. Mais le vrai défi, c'est que aujourd'hui, pour l'Europe, me semble-t-il, pour poursuivre les choses, et je pense qu'il y a les harmoniques de tout ce que vous avez dit au début dans le débat français sur lequel je veux revenir, mais aujourd'hui, le défi européen, c'est pour ça que je pense qu'on le prend par le bon bout, de se penser dans le monde. L'Europe peut se détruire si elle pense ses petites différences, si elle s'effondre. C'est ce qu'on faut lui reprocher, d'ailleurs, dans le passé. C'est-à-dire, là où ça devait être un projet stratégique, c'est la dimension stratégique, je ne parle pas au sens militaire, mais beaucoup plus large, civilisationnellement, elle s'est repliée sur une gestion autiste de ces harmonisations de tout genre, engluées dans des questions techniques qui peuvent être importantes, mais qui sont secondaires au regard de l'enjeu mondial. C'est ça le tournant qu'il faut faire prendre à l'Europe. Et donc l'Europe a perdu sa relation à la puissance économique, politique, etc., en somnubilant sur ces petites différences. Or, elle peut mourir des conséquences de la non-puissance. Oui. Et donc le défi aujourd'hui de l'Europe, c'est de retrouver les termes de la souveraineté. La sienne, mais sur le sujet de l'environnement, du numérique, de la sécurité et de la défense, des grands mouvements de population, c'est l'Europe qui a la souveraineté pertinente. Et donc le défi derrière, c'est comment faire vivre ça et le faire toucher du doigt à nos concitoyens. Et ça, je pense que si on arrive à faire ce cheminement, et certains sont conscients, d'autres moins, on a la possibilité d'avancer. Ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas tous la même histoire avec l'idée européenne et la même ambition avec le reste du monde. Je pense que ce que vous évoquez de la France, qui vaut un peu pour la Grande-Bretagne, qui a une histoire au fond assez similaire à la mondialisation avec des routes séparées, n'est pas si vrai des autres. Nous sommes les seuls à avoir pensé un universalisme. L'Allemagne a toujours beaucoup plus pensé sa puissance sur le plan continental, ce qui a créé les tensions qu'on connaît, et moins sur le plan mondial. Et les autres pays se sont développés plus souvent avec des formidables cultures et des réussites exceptionnelles, mais comme des lieux de commerce à un moment d'une grande intensité, comme étant un des rouages de la croissance mondiale ou du commerce, mais avec une vocation universaliste qui a été moins constante dans la durée. Et la clé aujourd'hui pour reconstruire l'Europe, c'est d'emmener tous les pays avec nous. Je pense en particulier l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, que vous avez cité, Luxembourg. Il y a une armature de pays clés, mais en l'ouvrant à tous les autres qui voudraient, vers une aventure européenne qui repense les termes de la souveraineté par rapport au reste du monde. C'est ça qui est fondamental. Sinon,
si nous n'avons pas cette capacité justement, au fond, à définir nos standards, notre volonté, la place qu'on veut prendre, et la capacité à réguler ces autres zones, nous serons condamnés à l'effacement. Oui, oui, non, mais ça, sur le diagnostic, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est le défi.